Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Accessiborg où nous allons vous présenter la solution SharePoint. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Lionel Fabre, responsable service web et collaboratif. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire pour vous faire une présentation de la solution collaborative par Accessiborg. Je m'appelle Lionel Fabre, je suis le responsable du service web et collaboratif au sein d'Accessiborg et je mène des projets depuis plusieurs années sur ce type de solution. Au cours de cette présentation, je vais vous présenter en fait et vous définir ce qu'est un outil collaboratif et plus particulièrement la solution qu'a choisi Accessiborg pour mettre en place des outils collaboratifs chez ses clients, ainsi que quelques exemples pour documenter, pour imager en fait mon propos. Et nous finirons sur la méthodologie que propose Accessiborg pour faire de vos projets une réussite. Dans un premier temps, nous allons partir d'un constat. Ce constat, en fait, c'est que nos méthodes de travail ont évolué au cours des années et ont fait que nous sommes passés d'un mode assez cloisonné où le nombre et le type des interlocuteurs avec lesquels nous collaborions étaient définis et ne bougeaient pas beaucoup, vers un mode beaucoup plus collaboratif. On nous demande d'aller traiter des informations et d'échanger des informations avec de plus en plus d'acteurs différents et nombreux. Ces informations passent par différents canaux. Il s'agit donc bien de collaboration avec d'autres personnes. De ces évolutions de nos méthodes de travail ont découlé un certain nombre de conséquences. Tout d'abord, comme on vient de le dire, une multiplication des collaborateurs. Le nombre de collaborateurs avec lesquels vous travaillez au quotidien a une tendance généralement à augmenter au fur et à mesure du temps. Ce nombre n'est pas le seul à augmenter, c'est aussi la diversité des collaborateurs avec lesquels vous traitez qui va aussi petit à petit augmenter au cours de votre carrière en entreprise. Le nombre de sujets et la diversité des sujets à traiter va aussi augmenter, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'au quotidien, on traite de plus en plus de sujets différents et ils sont de plus en plus nombreux en fait de jour en jour. Cela se traduit forcément par une multiplication des fichiers. À nouveau, il s'agit d'une multiplication en nombre et en diversité, et par une multiplication des mails. Je suppose que nombre d'entre vous ont certainement la même problématique qui est assez récurrente, de la boîte mail qui a une tendance à exploser au quotidien, et où on en vient à devoir traiter qu'une partie de nos mails, car on n'a pas la possibilité de traiter l'intégralité de tous les échanges que l'on a. Ça passe aussi par une multiplication des informations. En effet, les échanges que l'on effectue au sein d'une entreprise avec d'autres collaborateurs ou à l'extérieur de l'entreprise avec que des fichiers et des emails. Elle va aussi induire en fait tout un ensemble d'informations qui peuvent être la prise d'un rendez-vous pour une réunion, un échange de contacts, etc., etc. Donc un certain nombre d'informations qui vont aussi avoir tendance à se multiplier de plus en plus de jour en jour. Pour essayer de gérer toutes ces multiplications d'informations, d'interlocuteurs, la solution qui se propose assez facilement, c'est la solution collaborative, puisque finalement, depuis tout à l'heure, nous parlons de collaborer avec de plus en plus d'interlocuteurs et sur d'un plus en plus grand nombre de sujets, sur un plus en plus grand nombre de supports. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une solution collaborative et en quoi elle peut répondre à ce genre de problématiques? Alors, on va essayer de détailler ici, en fait, les principales fonctionnalités. J'en ai choisi 5 qui sont pour moi les fondamentaux d'une solution collaborative, mais on pourrait en ajouter beaucoup plus, mais nous sommes malheureusement limités par le temps. Donc, la première fonctionnalité qui est essentielle, c'est la gestion de documents. Par ici, on entend en fait qu'une solution collaborative, vu que dans la collaboration, on échange beaucoup de documentation, vous allez échanger des factures, des devis, vous allez échanger tout un ensemble de comptes rendus de réunion, tout un ensemble de documents. Il va falloir pouvoir du coup les ajouter, éventuellement pouvoir les modifier, pouvoir les supprimer, effectuer peut-être du versionning, pouvoir alerter des utilisateurs qu'une nouvelle facture par exemple a été éditée, pouvoir du coup collaborer autour de la documentation, c'est aussi pouvoir la gérer.
Donc, il va falloir que l'outil collaboratif propose une structure qui vous permette d'ajouter, modifier, supprimer, de pouvoir versionner, de pouvoir aussi éventuellement bloquer un document pour que vous puissiez le modifier sans que quelqu'un d'autre soit en train de le modifier, ou au contraire faire de la modification simultanée. Bref, collaborer autour du document et le gérer. Donc, ici, c'est la première fonctionnalité qui va tout de suite en engendrer une deuxième. C'est-à-dire que c'est une bonne chose d'avoir pu stocker votre documentation de façon structurée et d'avoir pu collaborer autour de cette documentation. Mais si on n'est pas capable de retrouver une information au sein de cette documentation, on n'a pas beaucoup d'intérêt finalement à la stocker. Donc, une solution collaborative doit aussi vous apporter un moteur de recherche ou des fonctionnalités de recherche avancées qui vont vous permettre de trouver facilement l'information où qu'elle soit dans votre solution collaborative. C'est essentiel, sinon du coup elle n'a absolument aucun intérêt. La troisième fonctionnalité qui me semble très importante, c'est partager de l'information ou publier de l'information. Ici, donc, j'insiste sur le mot information car jusqu'à maintenant on voit principalement de la documentation, mais finalement une solution collaborative, comme on l'a vu, collaborer c'est aussi échanger d'autres choses que des documents. Donc vous allez pouvoir échanger des news par rapport à la société par exemple, vous allez pouvoir échanger des contacts, échanger des calendriers, échanger des tâches, partager toutes ces informations avec d'autres collaborateurs pour éventuellement travailler sur un sujet. Le sujet le plus fréquent dans ce type de solution, c'est éventuellement de créer un espace par projet qui soit dédié à l'équipe du projet et dans laquelle tous les collaborateurs du projet puissent retrouver facilement l'information qui est liée à ce projet. Mais ce projet n'est pas lié qu'à des documents, il va être lié à un planning, à une liste de réunions, à des tâches, à des contacts, etc. etc. La quatrième fonctionnalité qui me semble aussi très importante, c'est le workflow. C'est-à-dire que la solution collaborative doit vous permettre de vous faciliter la vie au quotidien. Elle va vous permettre notamment d'automatiser un certain nombre de processus que vous avez l'habitude de mettre sur l'information ou la documentation. Alors, celui qui vient tout de suite en tête, c'est le workflow d'approbation, qui est assez simple à mettre en place et qui est assez fréquent dans les sociétés. Il s'agit en fait de partir du principe qu'un utilisateur va créer un document, il va vouloir du coup le modifier, etc., jusqu'au moment où il va souhaiter en fait le faire approuver par sa direction pour pouvoir le publier à l'ensemble des autres utilisateurs ou par exemple à son équipe projet. Donc il va le soumettre à l'approbation. Le ou les approbateurs vont donner en fait soit refuser l'approbation, soit l'approuver. Dans le cas du refus, du coup, l'auteur du document peut soit modifier et resoumettre à l'approbation, soit supprimer le document. Dans le cas d'une approbation, c'est seulement à ce moment-là en fait que le document redevient visible à un ensemble d'utilisateurs qui ont accès à cet espace-là. Là, je parle du workflow d'approbation, mais il en existe des tas et normalement, une solution collaborative doit vous permettre de personnaliser ces workflows. La dernière fonctionnalité qui est souvent oubliée mais qui est pourtant primordiale, c'est la sécurisation de vos accès. C'est-à-dire qu'une solution collaborative doit vous permettre de sécuriser les accès non seulement à la solution collaborative, mais aussi aux différents éléments dans cette solution. C'est-à-dire que, par exemple, l'intégralité des factures ne va pas être visible par l'intégralité des employés d'une société. L'intégralité des contrats de vos employés, par exemple, va être visible uniquement par les ressources humaines. Donc tout ça, en fait, il va falloir que la solution collaborative vous permette de mettre en place ces mécanismes qui vont sécuriser les accès à vos différentes données, à vos différents documents. Alors, plus la solution collaborative est avancée, plus elle vous permet d'aller loin dans cette sécurisation jusqu'au document, même jusqu'au document. Donc, je vais vous présenter maintenant la solution qui a été retenue par Apsys Cyborg comme solution collaborative qu'elle souhaite présenter à ses clients. Il s'agit de SharePoint, que je vais essayer de présenter en une slide, même si à nouveau on pourrait présenter cet outil pendant des heures et des heures. Ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que c'est bien entendu un outil de collaboration. Donc il intègre en fait toutes les fonctionnalités dont je viens de parler. Ensuite, c'est un outil de la gamme Microsoft Office.
Ici, les deux mots sont très importants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil de la gamme Microsoft. Microsoft qui est quand même un éditeur majeur maintenant dans les systèmes d'information. Je suis presque persuadé que vous avez tous un Windows, peut-être aussi un Outlook, un Word, un Excel et un PowerPoint sur votre poste. Donc, Microsoft fait déjà partie souvent en fait du microcosme d'un système d'information. Et c'est un outil de la gamme Office. Alors pourquoi c'est important aussi? C'est parce que par défaut, SharePoint va permettre une très forte interconnexion en fait avec votre suite Office déjà existante. On parle de documents majoritairement, même si en effet j'ai parlé d'informations. Et la majorité de vos documents, vous les créez, peut-être pas tous, mais une majorité d'entre vous avec votre Word, votre Excel, votre PowerPoint, etc. Et même avec votre Outlook, puisque vous créez des mails avec votre Outlook. SharePoint, en fait, va vous permettre d'interconnecter tous ces outils avec lui-même pour pouvoir, en fait, synchroniser un certain nombre d'informations et vous permettre de rendre complètement, comment dire, transparentes les liens qui existent entre eux. Donc, vous allez pouvoir éditer un document Word et le stocker sous un SharePoint. Vous allez pouvoir modifier une présentation PowerPoint et la télécharger sous SharePoint, etc., etc. On a des tas de scénarios qui sont possibles. Le troisième point important, c'est qu'il s'agit d'un outil web. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que tous les utilisateurs n'ont pas du tout besoin d'installer un outil sur leur poste. Ils ont juste besoin d'un navigateur, ce que généralement tous les postes ont déjà par défaut, et c'est compatible avec tous les grands navigateurs du marché. Donc par cela, j'entends du coup Mozilla, Firefox, donc Chrome, Opera, IE, enfin bref, tous les gros navigateurs. Il existe deux versions de SharePoint. La version on-premise qui correspond en fait à des licences que vous achetez pour qu'elles soient installées soit au sein de votre réseau, soit chez un prestataire, un hébergeur de votre choix, avec lequel vous passerez un contrat d'hébergement. Et du coup, vous aurez accès à ces machines donc elles sont dédiées à votre utilisation. L'autre option, c'est de souscrire à des abonnements Office 365 qui sont en fait une offre du cloud de Microsoft. Donc ici, en fait, les serveurs sont hébergés dans le cloud de Microsoft et vous avez accès à un SharePoint en fait du cloud. Donc vous êtes vraiment en mode hébergé par le cloud. Le dernier point, mais que j'ai déjà partiellement abordé, c'est qu'il y a une très forte interaction avec tous les outils de la gamme Microsoft. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement se connecter à une base de données SQL. Alors, j'ai parlé pour l'instant principalement de la suite Office, mais pas que. Donc, on peut se connecter en effet à Word, au PowerPoint, Access, Excel, à Outlook. Mais on peut aussi se connecter du coup à une base de données SQL, à un Navision ou à un CRM. Et à beaucoup d'autres outils de la gamme Microsoft. Donc, pour illustrer mon propos, je vais vous faire une petite démonstration de l'outil. Alors, pour cela, je vais accéder à un espace SharePoint. Alors, pour ceux qui ont déjà vu en fait une interface SharePoint, ici, il s'agit de l'interface de Office 365, puisque c'était plus pratique pour la démonstration. Mais la majorité des choses que je vais vous montrer, puisque je ne vais pas aller dans les détails des fonctionnalités, sont des choses que l'on a en fait aussi ici sur une version on-premise. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici est une bibliothèque de documents. C'est beaucoup autour de ça que s'axe SharePoint, puisqu'il s'agit d'un espace dans lequel en fait on va stocker des documents. Donc ici, par exemple, j'ai créé une bibliothèque qui s'appelle documentation et dans laquelle je suis censé trouver, théoriquement, si j'ai bien fait mon travail, toute la documentation technique. À partir de cet écran, on peut quasiment tout faire autour de la documentation sans bouger. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la gestion de documents, ça passe notamment par l'ajout, la suppression et la modification de documents. Donc pour cela, en fait, j'ai la possibilité ici, en fait, d'ajouter directement, de créer un nouveau document sans avoir besoin d'accéder à mon Word local, etc. Alors, petite subtilité, ici, vu qu'on est dans une version Office 365, lorsque je vais cliquer sur ce lien, je vais être redirigé vers le Word de Office
365, c'est-à-dire un Word qui, comme vous le voyez, s'ouvre dans mon navigateur. Mais si vous avez une version on-premise, en fait, c'est bien votre Word local qui va s'ouvrir, sans que vous ayez cliqué sur Word, vous ayez ouvert votre Word local vous-même. L'interaction est complète. Donc, et ici, je me retrouve en fait dans une version, alors puisque c'est une version Office 365 un peu plus allégée, mais dans une version où je vais pouvoir créer ma documentation. Donc vous allez voir, je ne suis pas très imaginatif pour les exemples. Donc je vais juste créer en fait un document avec écrit « Ceci est un exemple de document ». Donc, alors je passe très très rapidement, mais on a les mêmes fonctionnalités que sur un Word classique où du coup je peux changer la couleur, faire des modifications. Voilà, je suis vraiment dans un environnement Word. Il est un tout petit peu allégé parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui n'existent pas sur Office 365, mais à nouveau, vous pouvez sans aucun doute, sans aucun souci, utiliser votre Word local. D'ailleurs, ici, si vous le voyez, j'ai bien un petit lien aussi qui me permet du coup d'aller le modifier directement dans Word. Donc, je vais lui donner un petit titre à ce document. Donc, je vais mettre document exemple. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure, en fait, il met un petit message enregistré. Donc là, à nouveau, c'est lié aussi à le fait qu'on soit sur une version Office 365, mais le document est bien enregistré au fur et à mesure. La preuve en est, c'est que donc là, je quitte sans avoir cliqué sur un bouton sauvegarder. Et si je regarde bien, alors on va du coup hop, le trier. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci. J'ai un filtre qui va passer. Hop. Donc là, je vais essayer de retrouver mon document. Donc pour cela, je vais, par exemple, alors on reparlera de ces filtres ici. Je vais essayer de filtrer. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a récalcitrant aujourd'hui, excusez-moi. Voilà. Donc je sais que c'est un document Word et je vais donc essayer de retrouver mon document. Donc il est bien ici. Donc je reparlerai des filtres juste après. Donc là, l'idée, c'était juste de vous montrer comment on pouvait ajouter un document directement via l'interface. Je vais maintenant vous montrer en fait que le document a bien été modifié et que je peux continuer à le modifier. C'est-à-dire que si je reclique dessus, donc il me rouvre, il y a bien le texte que j'y avais indiqué et je peux refaire d'autres modifications en fait pour du coup modifier mon document et ainsi de suite. Alors, je vais retourner maintenant sur ma bibliothèque. Alors ça, c'est le cas où vous souhaitez en fait créer de nouveaux documents. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai plutôt le réflexe, j'ai un Word local, je crée mon document et du coup, j'ai déjà des documents et il faudrait que je puisse les pousser sur la bibliothèque. Ben, il n'y a rien de plus simple. Donc, imaginons qu'en amont de cette démonstration, j'ai créé 4 documents que vous voyez ici et je souhaite en fait les intégrer à ma bibliothèque. Ben, je vais juste, par exemple, les sélectionner, les glisser, et là, vous voyez, en fait, mon interface change légèrement, et je vais les ajouter. Et là, vous voyez, en fait, il me les a directement téléchargés. Donc, ce sont bien les 4 documents que je viens d'intégrer, et ils viennent donc du coup d'être intégrés juste grâce à un glisser-déposer. Alors, en sachant que si vous le souhaitez, vous avez une interface ici un peu plus classique qui vous permet d'aller récupérer vos documents en local sur votre poste. Donc, voilà, donc l'interface est vraiment assez simple, comme vous le voyez, à utiliser, et elle vous permet assez facilement d'ajouter et de modifier des documents. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je peux aussi facilement les supprimer, puisque si j'en sélectionne, par exemple, je vais resélectionner mon document d'exemple qui n'a pas beaucoup d'intérêt, là, j'ai un petit bouton supprimer, il me demande si je veux vraiment le supprimer, et donc je l'ai supprimé. Alors, ici, du coup, je viens rapidement de vous montrer comment on peut du coup ajouter, modifier ou supprimer la documentation. Bon, vous allez me dire, oui, bon, c'est déjà pas mal, mais il va peut-être falloir enrichir un petit peu tout ça. Alors, les autres choses qui peuvent être intéressantes, c'est de savoir qu'il est possible d'ajouter des informations à vos documents. Ici, pour le cadre de cette démonstration, en fait, j'ai rajouté une colonne qui s'appelle produit, qui est affichée en fait, hop, ici, et qui a un certain nombre de valeurs en fait qui ont été prédéfinies à l'avance. Donc, à chaque fois que j'ai rajouté un document, j'ai indiqué que le produit était, par exemple, Sage 100 pour ce document ici. Donc, en reprenant par exemple mon document SNO, qui est ici, je vais pouvoir en fait
lui assigner en fait une valeur pour pouvoir par la suite éventuellement le trier. Donc pour ça, en fait, je vais pouvoir assez facilement du coup modifier ces informations pour pouvoir du coup par la suite lui donner en fait la valeur que je souhaite. Hop. Alors j'ai la possibilité d'accéder aux détails qui est ici. Et donc là, en fait, je peux modifier donc le titre si je le souhaitais, le nom du document, le titre, et ici j'ai toutes les informations, tous les produits que j'ai prédéfinis et que je vais pouvoir lui assigner. Donc automatiquement, il va m'indiquer en fait que du coup ce document maintenant s'appelle donc Ticktra SNO Business 3, que son titre est identique et que c'est un produit SharePoint. La valeur s'est mise directement à jour dans la grille. Et je peux voir en dessous, par exemple, quelle est l'activité qui a été effectuée sur ce document et des informations complémentaires, dont sa taille, le type de document, etc. Donc, l'interface est quand même très intuitive et vous permet assez facilement en fait, de faire les modifications que vous souhaitez. Maintenant, ce que je souhaiterais vous montrer, c'est ce que nous avons vu ensemble tout à l'heure, c'est que c'est bien de pouvoir stocker de la documentation. Maintenant, si on n'est pas capable de la retrouver simplement, en fait, ça va être, du coup, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, l'idée ici, en fait, c'est de dire que je vais avoir plusieurs façons de retrouver ma documentation. La première, et je vais commencer par enlever mon filtre, c'est de dire que par défaut, dans ma grille donc, qui affiche l'ensemble de mes documents, j'ai déjà un certain nombre d'informations et je vais par exemple pouvoir les trier du plus ancien au plus récent ou au contraire du plus récent au plus ancien. Donc il va automatiquement en fait me rafraîchir du coup ma grille pour m'afficher mes informations. Je vais aussi pouvoir du coup les trier sur plusieurs colonnes, etc. Comme vous pouvez le voir, je peux assez facilement aussi rajouter une colonne en disant ben, maintenant je veux une nouvelle information pour chacun de ces fichiers-là. Et je vais surtout, grâce au filtre à droite, en fait, pouvoir affiner en fait ma recherche en disant ben, moi ce qui m'intéresse, ce sont tous les documents Word qui auront pour il m'en a retrouvé qu'un seul, puisque c'est le seul que j'ai enregistré comme en l'état. Après, si je décoche, du coup, il va automatiquement me rafficher tous les documents qui sont uniquement Word et ainsi de suite. D'accord ? Donc, du coup, ici, on a un premier mode de recherche qui consiste à dire qu'on est capable de rechercher de l'information depuis la bibliothèque parce qu'on sait que le document est ici. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut par exemple imaginer en fait que je veux chercher une documentation mais que je ne sais pas où aller. Donc ici, en fait, j'ai une petite fenêtre de recherche dédiée qui va me permettre d'aller rechercher de l'information et éventuellement d'accéder à mes documents. Une autre possibilité, alors je vous parlerai de cette interface juste après, c'est que vous êtes sur le portail, mais vous ne savez pas du tout où votre collègue a bien pu mettre les informations qui sont en rapport avec les IMO. Là, je vais pouvoir taper IMO, et je l'ai bien entendu, hop, accéder à la recherche qui ressemble à un moteur de recherche assez classique et qui va me remonter en fait tous les fichiers de tout mon portail, pas uniquement la bibliothèque dont je vous parlais tout à l'heure, qui contiennent IMO. Alors ici, l'exemple que je vous montre, c'est que IMO est dans le titre du premier, mais il est bien dans le contenu du second. C'est-à-dire que le moteur de recherche est capable d'aller chercher de l'information aussi bien dans le titre et les métadonnées que dans le contenu à partir du moment où il s'agit d'un contenu qui est exploitable par SharePoint. Alors exploitable par SharePoint, ça signifie en fait qu'il est issu de la gamme Office, que c'est un mail, que c'est un fichier de texte ou que c'est un fichier PDF. Les fichiers de type image, etc. sont pas pris en charge, bien entendu, par SharePoint. Tous les formats un peu spécifiques non plus. Mais il est capable d'aller chercher dans la majorité des types de fichiers. Quand j'entends aussi gamme Office, la gamme aussi de OpenOffice est aussi comprise dedans. Et quand je parle de fichiers de texte, il peut s'agir en fait d'un fichier XML ou de choses en fait simples. Depuis cette recherche, je peux aussi affiner en fait ma recherche. C'est-à-dire, bon là j'ai pas beaucoup d'exemples, mais je pourrais par exemple vouloir rechercher uniquement les documents PDF qui correspondent à ma recherche. Et donc là, il va me remonter du coup uniquement le fichier PDF qui contient IMO dans mon portail. Donc voilà. Donc là, je viens juste de vous illustrer
les deux principales façons en fait dont on peut réaccéder à votre information. Soit on sait où c'est et du coup on n'a qu'à affiner en fait les filtres de recherche directement sur la bibliothèque, soit vous n'êtes pas au courant d'où est située l'information que vous cherchez et vous avez un moteur de recherche puissant qui va parser l'intégralité de votre portail pour pouvoir y accéder. En sachant que ici, à nouveau, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas pouvoir m'étendre sur le sujet, on a la possibilité, enfin, le moteur de recherche, pardon, est complètement configurable et en plus de ça, prend en compte toute la gestion de droit. C'est-à-dire que si je n'ai pas accès à certains espaces, je ne vais pas pouvoir, via le moteur de recherche, retrouver ces informations. Enfin, je voudrais illustrer aussi l'outil par la publication en fait et la présentation d'informations. Ici, ce que vous voyez est une page d'accueil d'un intranet qui va réunir en fait toutes les informations qui sont certainement importantes pour un collaborateur qui se connecte sur l'accueil de son intranet. Donc ici, par exemple, alors tout est configurable et ici, tout ce que je vous montre a été fait sans aucun développement web. Il est possible ici, par exemple, d'avoir des liens avec des petites images pour accéder aux différents sous-espaces ou éventuellement à l'outil de support pour pouvoir ouvrir un nouveau ticket, par exemple, parce que j'ai un souci avec un outil qui est installé sur mon poste. Les RH ont sélectionné un ensemble de documents qu'elles ont pensé nécessaires enfin, prioritaires à être lus par les utilisateurs qui se connectent sur le portail. Un ensemble d'actualités en fait qui retrace par exemple les différentes actualités de la société et les prochains événements qui auront lieu dans la société. On peut le présenter sous cette forme-là. Après, ça, c'est la version Office 365. La version qui correspond un petit peu plus quand même à ce qu'il existe à l'heure actuelle sur le on-premise, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus épurée, mais elle remplit exactement les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on peut avoir des liens vers des sous-ensembles, des bibliothèques ou bien même des outils externes, des liens vers des documents, une actualité. On peut aussi rajouter donc, des événements, etc. etc. Maintenant, le dernier point que je souhaiterais aborder pendant cette démonstration, c'est l'exemple. Je l'avais peut-être mis ici. Je vais revenir sur l'accueil. C'est la possibilité de mettre en place des espaces projets, c'est-à-dire des espaces en fait qui correspondent au partage en fait d'informations autour d'une information précise. Par exemple, on va par exemple imaginer que vous ayez des projets et que vous souhaitiez mettre en place des espaces en fait autour de la gestion de ce projet. Donc, c'est-à-dire y mettre toute l'information relative au projet à l'intérieur de cet espace pour que les utilisateurs qui travaillent sur le projet puissent avoir un seul point d'entrée pour connaître toutes les informations sur le projet. À nouveau, tout est configurable. Ici, c'est juste une démonstration. C'est pour vous montrer que, par exemple, sur cet espace projet, j'ai une timeline qui m'indique en fait les grosses tâches en fait qu'il va y avoir pendant le projet ou les jalons, où est-ce qu'on en est, etc. J'ai la liste des documents en fait qui ont été édités dernièrement par rapport à ce projet, et j'ai un petit flux d'actualité qui me permet de mettre des petits messages à mon équipe qui se connectera pour avoir des informations. Alors, ce petit flux d'actualité n'est pas à prendre à la légère parce qu'il peut être un très beau facteur pour diminuer aussi les échanges par mail. Par exemple, pour caler une réunion, on peut passer par ce flux d'actualité plutôt que d'échanger 20 mails avec les 20 interlocuteurs pour arriver à trouver la date qui va plaire à tout le monde. Donc, je vais reprendre ma présentation. Hop. Donc, ça, ce sont juste des captures d'écran par rapport à ce que je vous ai présenté. Et je vais vous parler maintenant de l'accompagnement par Apsys Cyborg pour faire des solutions collaboratives, enfin de vos projets de solutions collaboratives, une réussite. Donc cet accompagnement se fait en 4 phases. La première, en fait, c'est un accompagnement à la définition du besoin qui va nous permettre de définir précisément le besoin, car la problématique qu'on rencontre souvent, c'est qu'un cahier des charges aussi bien écrit qu'il soit, a toujours tendance à avoir des trous en fait fonctionnels et qui vont avoir des répercussions qui peuvent être importantes par la suite. Là, on prend un peu le besoin différemment, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des workshops avec les utilisateurs finaux
Tout ça sera bien entendu cadré grâce à un comité de pilotage pour éviter que les workshops deviennent un petit peu la liste au Père Noël et qu'on n'ait plus la maîtrise sur le périmètre fonctionnel. Et avec ces key users, en fait, on va faire des ateliers qui seront très dynamiques, durant lesquels on va leur montrer l'outil en fonction des besoins qu'ils vont nous décrire. Par exemple, les utilisateurs vont éventuellement nous dire moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir mettre du coup du versionning uniquement sur tel type de document. Donc dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va leur montrer l'outil de versionning qui est intégré à SharePoint et voir avec eux si ça correspond. Et si ça ne correspond pas, en fait, quelle solution on pourrait éventuellement mettre en place pour que cela corresponde à leurs besoins. L'idée de ces workshops est multiple, c'est-à-dire que non seulement elle va nous permettre d'avoir une idée beaucoup plus précise sur le besoin utilisateur, puisqu'ici c'est l'utilisateur final en fait qui va guider en fait cette définition du besoin, mais aussi va permettre une meilleure acceptation du produit en fait par les futurs utilisateurs. L'idée, c'est que souvent, la mise en place d'outils importants, et les solutions collaboratives peuvent en faire partie, entraîne un changement forcément d'utilisation, puisqu'il y a un nouvel outil qui rentre en compte, et il va falloir, du coup, dans nos méthodes de travail au quotidien, qu'on l'utilise, et donc on induit un changement. Or, je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que la résistance au changement est un facteur malheureusement important d'échec dans un certain nombre de projets. Ici, en fait, dès le début, on montre l'outil et on montre l'utilité de l'outil au quotidien. En fait, l'idée, c'est que les key users qui vont participer à ces workshops deviennent convaincus que l'outil peut leur être utile et qu'en plus de ça, ils vont nous servir aussi de passerelle pour toucher les autres utilisateurs, un peu comme des évangélistes. C'est-à-dire que du coup, si eux sont convaincus, ils en parleront forcément à leurs collègues et du coup, on aura déjà gagné à moitié la partie. Donc ces workshops ont vraiment une double utilité. Non seulement à nous, elles nous permettent de réunir l'information pour pouvoir mettre en place votre futur projet, mais en plus de ça, en fait, on commence déjà à entamer en fait la résistance au changement éventuel qui pourrait se présenter à la mise en place de ce projet. Ce qu'on va mettre en place avec eux au cours de ces workshops de façon itérative, ça va être un POC ou une maquette pour montrer que l'outil répond bien aux besoins qu'ils souhaitent mettre en place. Donc on va monter avec eux les sites, les bibliothèques, les news, les webparts, etc., etc. Donc là, on vient de mettre les bases de notre future pyramide qui va nous permettre de faire de ce projet une réussite. La deuxième étape, consiste en fait, qui va être beaucoup plus technique et de notre côté, à la conception de la structure du portail. À nouveau, un facteur très important d'échec sur ce type de projet, c'est que la structure a été mal pensée. Donc du coup, elle induit chez les utilisateurs des utilisations erronées ou des problématiques, des complexités d'utilisation qui font que du coup, ils n'utilisent plus le portail et ils finissent par ne plus du tout passer par l'outil et préfèrent utiliser d'autres moyens pour y accéder. Donc pendant cette phase-là, en fait, nous allons définir la structure technique, la structure du portail, c'est-à-dire les sites, sous-sites, les espaces documentaires, etc. Et nous allons définir tout le paramétrage qui devra être mis en place. C'est une phase qui va être réalisée de notre côté et à la fin de cette phase, en fait, on va vous rendre un cahier, un dossier d'architecture technique et logique qui va présenter la future architecture du portail. On peut prendre en compte à partir de ce moment-là l'installation et la configuration de l'outil si vous êtes sur une offre on-premise ou une offre hybride et on va pouvoir aussi mettre en œuvre du coup le portail pour qu'à la fin de cette phase, vous ayez l'intégralité de votre portail. Donc ici, on a mis en place 2 briques supplémentaires qui sont la création de l'architecture logique pour pouvoir mettre le portail en place. Là, vous allez me dire, oui, mais normalement, mon projet est terminé, j'ai mon portail, tout est fini, je suis content, je vais pouvoir utiliser ma solution collaborative. Sauf que nous pensons en fait qu'il y a 2 étapes qui sont importantes et qui font qu'un projet est une réelle réussite dans ces cas-là. C'est nous vous proposons un accompagnement à la mise en place d'un plan de gouvernance. Alors, c'est un mot qui signifie quoi? C'est un mot qui signifie qu'on va du coup définir avec vous, organiser des ateliers avec vous, pour du coup définir quels sont les rôles des acteurs qu'il va falloir mettre dans le portail pour continuer à le faire vivre. Quelles sont les règles d'utilisation que vous devriez mettre en place sur ce portail pour qu'il puisse continuer à être pertinent? Éventuellement définir des plans de formation. Alors attention, par plan de formation, on n'entend pas forcément une formation avec un formateur et des stagiaires. Il y a des tas de façons de former les utilisateurs. Parmi
les supports que nous utilisons fréquemment, on utilise les tutoriels vidéo. Ce sont des vidéos des fois de 5 minutes, mais qui expliquent comment je peux récupérer un document depuis mon Word et l'intégrer à SharePoint, ou comment du coup je peux envoyer un rendez-vous ou créer une alerte sur une bibliothèque. Bref, ce sont des petites courtes vidéos, mais qui permettent de répondre à un besoin précis des utilisateurs à un instant T. On peut aussi le faire sous format de documents, en fait, enfin documents de PDF, etc., qui décriront toutes les procédures, les choses comme ça. Ensuite, on va définir aussi avec vous toutes les procédures de gestion de la plateforme. C'est-à-dire que, à nouveau, toute la gouvernance n'a qu'un seul but, c'est-à-dire de faire en sorte que votre portail existant continue à vivre et continue à être utilisé. Le but ici, c'est vraiment en fait que vous puissiez continuer et que vos utilisateurs puissent continuer à utiliser cet outil par la suite et que le projet ne soit pas juste un portail qui a été mis en place à un instant T, qui ne vive plus et qui soit abandonné par la suite. Donc, c'est ici la troisième étape de notre pyramide. Et le dernier, je pense que vous le connaissez déjà, par contre, c'est le support et le suivi, c'est-à-dire que Accessibox est en capacité d'apporter un support à tous les niveaux par rapport à votre plateforme, c'est-à-dire aussi bien aux utilisateurs finaux qu'aux personnes qui vont administrer un petit peu ces sites, aux responsables de sites, qu'aux administrateurs système, au support en cas d'erreur, etc., etc. Donc, ce support peut se mettre en forme sous différentes formes. Il peut s'agir juste de rédiger pour vous des procédures de suivi, des dossiers d'exploitation, de la documentation technique, ou Accessibox propose aussi un support notamment sous forme de tickets, où vous avez un abonnement à un certain nombre de tickets et vous pouvez ouvrir des tickets, etc. On a aussi une formule TMA qui éventuellement peut être mise en place. Donc voilà, donc votre projet en fait est terminé. Alors, je vais revenir maintenant sur la base. Quand on parlait des workshops de définition du besoin, Accessibox propose une offre packagée en plusieurs jours qui vous permet en fait de mettre en place du coup ces workshops de définition du besoin. Comme ça, à la fin, vous avez un chiffrage pour votre projet et vous avez en fait un cahier des charges précis et clair. Donc la première étape, en fait, c'est de faire un comité de pilotage et de définir avec vous quels sont les futurs key users, quel rôle ils ont dans la société, de définir aussi toutes les fonctionnalités que vous souhaitez voir être étudiées pendant la définition du besoin, pour éviter à nouveau que les workshops aient une tendance à dériver en une lettre au Père Noël, et voir avec vous le planning qui va être mis en place. Dans la foulée, généralement, on effectue le workshop technique, c'est-à-dire que pour pouvoir intégrer parfaitement ce type d'outil, il faut qu'on ait une bonne connaissance de votre système d'information, puisqu'il peut y avoir des interactions avec différents outils déjà présents sur votre SI. On a aussi des questions sur la sécurité et l'authentification sur votre SI qui vont forcément avoir un impact sur la solution. Le but ici est de prévoir à l'avance que pendant les workshops de type fonctionnel, on n'aborde pas des fonctionnalités que vous ne pourriez de toute façon pas mettre en place dans votre SI. Donc ensuite, on va effectuer un certain nombre de workshops avec vos key users. Ici, le nombre sera fixé avec vous en amont, enfin avant cette prestation. Et nous allons voir durant la préparation de cette prestation, en fait, combien d'utilisateurs vous souhaitez faire participer, les sujets que vous souhaiteriez, les macro-sujets que vous souhaiteriez voir abordés, et en fonction de ça, on va vous proposer un certain nombre de workshops. Alors, nos préconisations, mais nous on fait au cas par cas, sont qu'il ne faut pas des workshops avec des utilisateurs trop nombreux, généralement 2 à 6 est vraiment le nombre de personnes où c'est pertinent. Chacun a un espace de parole et du coup, tout le monde peut communiquer et partager. Généralement, on essaye de faire plusieurs workshops, donc au moins 3 par groupe, pour que les utilisateurs voient la progression aussi de leurs fonctionnalités qu'ils nous ont demandé et qu'on puisse enrichir tout ça ensemble. Comment ça va se passer concrètement? C'est que nous allons rencontrer donc du coup un groupe, nous allons faire la démonstration de l'outil, nous allons essayer de faire des exemples concrets et entre 2 workshops avec le même groupe, nous allons en fait enrichir, puisque par exemple, imaginons que j'ai des utilisateurs qui souhaitent que je leur montre en fait la recherche sur un millier de documents. Pour rajouter des milliers de documents, on ne va pas le faire directement pendant les workshops, puisque ça serait un peu du temps perdu. Donc, on va avoir un temps entre 2 workshops qui va permettre d'alimenter le POC ou la démonstration automatiquement
et qui va nous permettre par la suite de montrer du coup l'étendue de la recherche qu'on aura personnalisé entre-temps pour que du coup ça corresponde aux attentes des utilisateurs et ainsi de suite. Donc, on va enchaîner en fait on va en fait itérer sur ces workshops pour arriver sur une analyse qui va être faite du coup là de notre côté, au cours de laquelle en fait on va rédiger notamment un cahier des charges et un planning prévisionnel. C'est-à-dire qu'on va être en capacité, suite à cette analyse, à vous dire, voilà, on a bien compris en quoi consistait votre besoin, et nous pensons en fait que la solution idéale, ça serait telle solution. Et pour cela, nous pensons qu'il faut tant de jours pour la mettre en place. Ce planning prévisionnel et ce cahier des charges, nous allons du coup le présenter auprès du comité de pilotage ainsi que la maquette. euh, pour illustrer en fait les conclusions de notre démarche en fait de définition du besoin. Donc, à la fin de cette mission-là, puisque vous ne vous êtes engagé que pour cela dans un premier temps, vous avez un cahier des charges, vous avez du coup une proposition commerciale pour éventuellement continuer la mise en place avec nous, et vous avez du coup structuré votre besoin pour du coup mettre en place correctement ce portail. Donc, voilà l'offre packagée pour l'étape numéro 1 de la démarche d'Apsys-Cyborg. Donc ici, vous avez quelques exemples en fait de clients qui nous ont fait confiance, avec qui on a travaillé, et qui illustrent notre capacité aussi à nous adapter. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour, alors là, le plus petit exemple, c'est 350 employés, mais en fait, on a des sociétés qui ne font pas plus de 30 employés pour qui on met des portails collaboratifs en place. Et donc, nous avons une démarche qui varie en fonction du client. C'est-à-dire que pour le premier Sigfox, il n'avait absolument rien, il ne savait pas trop comment mettre en place un portail collaboratif. Donc, on a fait en fait ces ateliers de définition du besoin, on a mis en place un portail et on les a accompagnés pendant la formation. Du coup, le portail est un portail de type intranet là, qui est toujours en fonction à l'heure actuelle. Le deuxième exemple, par exemple, c'est ATR. Ça, c'est un point que j'ai beaucoup moins abordé. J'ai beaucoup axé ma présentation autour de l'outil et de ses fonctionnalités natives. Mais nous avons tout à fait la possibilité de faire du développement spécifique pour arriver à compléter les fonctionnalités pour qu'elles correspondent à votre besoin sur ce type de plateforme. Donc, pour ce client-là, en fait, ils avaient un fort besoin de personnalisation. On a mis une personnalisation aussi bien graphique que technique sur leur extranet, puisqu'il s'agit d'un extranet à destination de leur fournisseur. Et on a fait beaucoup de développement spécifique et on fait du coup un support technique de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe en interne qui sait corriger, on va dire, les anomalies de base, mais dès qu'il y a des choses un peu plus techniques et un peu plus touchy, ils font appel à nous. Donc on a aussi mis en place d'ailleurs des workflows personnalisés pour eux. On a aussi travaillé pour le Centre national des études spatiales pour faire un support, c'était plus des audits et pour faire un support fonctionnel dans un premier temps, puisqu'à nouveau ils avaient un gros besoin de collaboration, mais ils ne savaient pas exactement comment ils devaient le structurer. Et on a préconisé une architecture technique, on a mis en place un portail intranet avec une GED, et on les a accompagnés dans la mise en place d'un plan de gouvernance, dans les formations, et ils font appel à nous en fait pour des sujets d'expertise autour de cette solution collaborative. Et enfin, un autre client encore dans le domaine de l'aéronautique, qui lui en fait a un portail collaboratif, avait un portail collaboratif par défaut, sous SharePoint, et qui a souhaité en fait que nous reprenions en fait le support de ce dernier. Donc il s'agit d'une TMA en fait qui est aussi bien corrective qu'évolutive et qui touche beaucoup de développements spécifiques de workflow. Qui sont, puisque ils ont un très important intranet avec beaucoup d'espace projet et ils ont beaucoup de besoins spécifiques qu'il a fallu entre guillemets combler par des développements bien particuliers. Donc là, ce qu'il faut retenir de ce slide-là, c'est que nous sommes en capacité d'intervenir sur différents sujets de façon personnalisée pour tous nos clients qui souhaitent en fait travailler autour de la solution collaborative. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est pourquoi mettre en place ce type de solution. Tout d'abord parce que qui dit collaborer dit en fait qu'il va falloir que vous fédériez vos collaborateurs. Et cet outil peut être un outil intéressant pour cela.
Euh, Comme on vous l'a montré, grâce au moteur de recherche notamment, on va optimiser les temps d'accès à une information. On va regrouper aussi des informations selon différents thèmes. On va créer des espaces projets, on va créer des espaces autour de produits, on va créer des espaces autour d'équipes, etc., qui vont permettre de savoir que si l'information que je cherche est au sujet du projet tel, je vais aller sur l'espace de ce projet pour pouvoir récupérer cette information. On va aussi créer un point central d'accès à l'information. À l'heure actuelle, je suis presque persuadé que la majorité d'entre vous ont un répertoire réseau dont la recherche n'est pas forcément idéale, ont aussi leur boîte mail et ont beaucoup de répertoires locaux en fait qu'ils utilisent pour arriver à trouver une information. Ici, en fait, on crée un point central. Si je veux savoir quelque chose, je vais sous SharePoint. Et si je ne sais pas où c'est, je vais sur la recherche et du coup, je lance une recherche. Ça vous permet de savoir comment récupérer facilement une information. Ensuite, ça vous permet de créer aussi une intercommunication entre les différents outils. À nouveau, c'était très compliqué de l'illustrer à travers cette démonstration, mais il est tout à fait possible de récupérer des informations d'une base de données SQL ou d'un autre outil. Et il existe des tas de connecteurs avec SharePoint. Et si le connecteur n'existe pas, on peut voir ensemble pour éventuellement le mettre en place, qui vous permettent de récupérer de l'information. Donc là, à l'heure actuelle, avec certains clients chez Apsys Cyborg, on est en train de mettre en place aussi des portails qui permettent notamment de récupérer de l'information depuis NAV ou depuis un CRM. Ça vous permet aussi éventuellement de dépolluer votre boîte mail, c'est-à-dire que si le portail est bien structuré et bien utilisé, une partie des informations ne transiteront plus par votre boîte mail, mais transiteront en fait par ce portail collaboratif. On ne va plus vous envoyer les news sur votre boîte mail, mais on a un portail collaboratif pour y accéder. On ne va plus discuter de la date de la prochaine réunion, mais on va utiliser le fil d'actualité par rapport au projet, et ainsi de suite. C'est tout un ensemble de petites choses en fait, qui vont vous permettre d'alléger fortement votre boîte mail. Enfin, un sujet que je n'ai pas du tout abordé non plus, mais qui peut être intéressant, c'est qu'un outil de type collaboratif intègre une gestion de documents et vous permet notamment la dématérialisation de votre SI si ce n'est pas déjà le cas. Donc, vous permet de passer du papier à de l'informatique. On a accompagné certains clients dans cette démarche-là où en fait, on s'est tout simplement interconnecté à leurs outils qui leur permet de scanner en fait leur documentation et on l'a publié au fur et à mesure en fait grâce à des filtres et à des systèmes de code barre notamment dans une GED. Donc c'était pour conclure du coup ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vais repasser la main maintenant à Charlotte pour la partie des questions.